Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le dimanche 26 juin 2022. C'est notre bulletin numéro 89 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne Rumble, sur notre chaîne Odyssée en cas de censure. N'hésitez pas à faire un don et à vous procurer le livre noir de la gauche française et Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Puisqu'on parle de dons, excellente nouvelle, nous avons atteint la somme nécessaire pour acheter une voiture à Christelle Néant. Voilà, je l'ai eu il y a 2 jours et elle m'a confirmé cette excellente nouvelle. Donc merci beaucoup pour votre générosité, j'en ai été même surpris, la rapidité avec laquelle nous avons réussi à réunir la somme. Donc Christelle m'a promis une petite vidéo où elle nous présentera sa nouvelle Lada Niva 5 portes. 5 portes parce qu'il faut être capable d'évacuer la voiture rapidement. Rappelons que sa voiture avait été détruite à l'occasion d'un bombardement terroriste sur la ville de Donetsk par l'armée ukrainienne. Bombardement terroriste qui d'ailleurs continue jusqu'à aujourd'hui, non seulement sur Donetsk mais également sur Golovka, mais on en reparlera plus tard. Petit retour sur mes commentaires sur l'équipement de l'armée ukrainienne, notamment sur les chars. Donc vous avez été nombreux à apprécier les quelques petites précisions que j'ai données. Et précisément, le moment où je mettais la vidéo en ligne, eh bien une vidéo est sortie sur les réseaux sociaux où on voyait un groupe de volontaires O7 qui était équipé de T-62, comme je l'avais décrit. Et on peut voir d'ailleurs sur cette vidéo qu'ils ont effectivement été équipés de blindage additionnel réactif. Voilà, donc c'est un char fiable et qui fait le travail et qu'on trouve d'ailleurs également, comme j'ai dit, du côté ukrainien. Merci également à mon ami François qui était en déplacement à Nijni Novgorod par le train et qui a pu filmer un transport significatif de T-80 vers le front. Et là aussi, j'ai eu du retour par un de mes amis spécialistes sur la question francophone, donc qui avait vu ma vidéo, et qui m'a confirmé que le T-80 était la surprise pour les Russes du point de vue des chars, puisque en fait, il s'est avéré le plus performant grâce à sa motorisation. Donc c'est une turbine à gaz, un peu comme sur celle qu'on a sur le Charles Leclerc, qui développe 1250 chevaux. C'est un sujet que j'avais abordé dans mes différentes vidéos sur l'armement, c'est que le problème des matériels soviétiques, c'est la sous-motorisation de leurs blindés. Surtout qu'au fur et à mesure des années, eh bien, on a rajouté du matériel dessus, donc du blindage réactif, ou des équipements techniques qui prennent du poids, et ce qui fait que le moteur qui avait été prévu pour le T-72 n'était pas suffisant par rapport au poids du char. Alors il avait été plusieurs fois réévalué, et l'ultime réévaluation, ce sera le moteur qu'on trouve sur le T-90, également sur la dernière version du T-72 B3M, donc il sera un moteur de 1130 chevaux. Donc voilà, donc comme je l'avais dit, dans la phase suivante de l'opération spéciale, après la chute de l'armée ukrainienne dans le Donbass, c'est-à-dire l'essentiel des forces armées ukrainiennes, on devrait avoir une offensive beaucoup plus mobile de la part de l'armée russe, visiblement dans la région de Kharkov, puisque eh bien, j'en profite pour faire la transition vers l'autre information importante, c'est-à-dire la visite sur le front dans la région de Kharkov du ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Et comme on le verra également sur la carte, le front sur Kharkov est en train de beaucoup bouger pour différentes raisons, parce que Kiev doit envoyer ses dernières réserves pour essayer de tenir bon dans le Donbass. Et il est possible, voire probable, que la phase suivante ce soit à Kharkov, plutôt que du côté de Nikolaïev ou d'Odessa. Alors, je suis toujours dans l'hypothèse, à moins que la Russie soit capable de lancer une offensive dans ces deux directions, sans rajouter davantage de force. Aujourd'hui, on a 20% de l'armée russe qui est en Ukraine. Sans rajouter davantage de force, ça me paraît difficile. Cela dit, ce ne serait pas la première fois que l'armée russe nous surprend. En tout cas, c'est la première visite du ministre de la Défense russe sur la ligne de front. Et ça valait le coup de le souligner. Avant de revenir sur les questions plus politiques et militaires, je voudrais faire quelques considérations sur les questions économiques, puisqu'on trouve pas mal d'informations dans la presse économique américaine, souvent. On y apprend notamment que, malgré les apparences qu'on a vues, par exemple, lors de la réunion du G7, eh bien, les puissances occidentales souffrent des difficultés liées aux sanctions qu'elles ont elles-mêmes imposées à la Russie. Et on a même entendu le vice-premier ministre allemand expliquer pour la deuxième fois en 2 mois qu'il prenait des douches de plus en plus courtes. Et on a eu également les présidents directeurs généraux des 3 majors françaises qui concernent l'énergie, donc il y a EDF, Total et Engie, qui ont appelé les Français à limiter leur consommation d'énergie. Donc là, on est vraiment dans une URSS 2.0. Et en fait, le régime français actuel est en train d'organiser la pénurie dont il est entièrement responsable à cause de sa politique énergétique qui est absurde,
l'échec des énergies vertes, le gel du nucléaire pendant les 5 ans sous Emmanuel Macron, et surtout cette politique absurde vis-à-vis de la Russie, alors qui d'ailleurs ne date pas, encore une fois, du conflit ukrainien. La première crise énergétique, en fait, elle a démarré en mars-avril 2021. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à lire dans la presse spécialisée, notamment en Russie, que les réserves de gaz en Europe étaient au plus bas et qu'il fallait les réalimenter rapidement. Et tout ça a été pris à la légère, comme d'habitude, par le régime d'Emmanuel Macron, qui, bien qu'étant un des États les plus endettés au monde, s'est permis de menacer la Russie de guerre économique. On l'a vu avec Bruno Le Maire, notre Mozart de la finance, comme l'appelle la presse du régime. Donc voilà, l'obstination d'Emmanuel Macron et du régime socialiste français à faire la guerre économique à la Russie va avoir des conséquences extrêmement graves sur la population française, sur le prix des carburants qui souffre déjà d'une inflation qui, elle, rappelons-le, n'est pas liée à la guerre en Ukraine, mais à l'injection délirante de liquidités dans les économies au moment du Covid-19. Voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience finalement de cette réalité par les élites occidentales, et même Bruno Le Maire, a priori, a compris le problème. Cela dit, on connaît bien le fanatisme de la gauche française, et ce qui fait qu'aucune décision ne sera prise qui permette de faire baisser les prix du gaz. Une décision extrêmement simple serait l'ouverture de Nord Stream 2, qui est prête à fonctionner, comme l'a rappelé Alexei Miller, le patron de Gazprom. Et on imagine bien que l'annonce de l'ouverture de Nord Stream 2 amènerait immédiatement une baisse générale des prix du gaz en Europe. Enfin ça, avec Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, il ne faut pas trop y compter. On apprend beaucoup de choses intéressantes sur Bloomberg, toujours la presse économique. La première chose, c'est que le pétrole russe a trouvé preneur. Et désormais, la Russie a réorienté la vente de sa production vers la Chine, vers l'Inde essentiellement. Notons d'ailleurs qu'on en parlera dans notre prochaine vidéo, mais on attend toujours le 30 juin la visite du président indonésien, puisque l'Indonésie est une économie en plein décollage et que le G20 se tiendra en Indonésie, à Jakarta, au mois de novembre prochain. On en a déjà parlé. Autre nouvelle très intéressante qu'on apprend sur Bloomberg également, c'est que, a priori, la Chine est devenue totalement autonome en matière de production de microprocesseurs à 28 nanomètres, ce qui est déjà assez bas. Et ce qui est surtout très important, c'est que en fait, la Chine est capable de produire les machines-outils qui permettent de graver ces microprocesseurs. Parce que jusqu'à présent, la technologie qui permet de faire ces opérations nécessitait des matériels qui étaient produits aux États-Unis, au Danemark, au Japon, je crois, et également en Allemagne. Et donc évidemment, tous ces pays-là ont suivi le boycott qui a été organisé par Donald Trump contre Huawei et contre la Chine il y a 4 ans de mémoire. Et la Chine a été capable de recréer tous ces systèmes d'émissions de rayons ultraviolets, de lentilles spécifiques pour le processus de lithographie qui est extrêmement précis, extrêmement compliqué. Et cela a permis à la Chine, par ailleurs, de faire décoller sa production et ses ventes de microprocesseurs, qui a augmenté de 18% en 2021. Donc ça, c'est également une excellente nouvelle pour la Russie, puisque la Russie a besoin de trouver des fournisseurs alternatifs dans le cadre d'une crise globale de la production des microprocesseurs. Et évidemment que la Chine est le fournisseur vers lequel se tournera en premier lieu la Russie, en dehors de son propre programme de production, mais qui va démarrer assez rapidement. On m'a redemandé encore, est-ce que les Russes pourraient produire suffisamment de microprocesseurs pour leurs armements. Donc je me suis adressé à un de mes amis toujours spécialistes dans ce domaine-là. J'ai travaillé dans le domaine militaro-industriel, donc j'ai quelques contacts. Il me disait une chose, il m'a dit de toute manière, les puces électroniques qui vont dans les missiles ou dans les armements, c'est du niveau de celles qui vont dans la machine à laver. En fait, les microprocesseurs les plus petits, les plus performants, c'est plutôt dans la technologie civile comme la 5G ou comme le dernier iPhone ou le dernier Android. Donc, produire des microprocesseurs pour ces armements, la Russie est capable de le faire et même elle peut acheter sur le marché secondaire des microprocesseurs basiques qui n'ont pas besoin d'être de très basse nanométrie. Donc, a priori, ce problème des microprocesseurs est plus ou moins en train de se régler pour la Russie, mais cela, bien sûr, n'arrêtera pas cet investissement à long terme qui est fait par la Russie, comme d'ailleurs par l'Union européenne, qui souffre du même problème, pour essayer de rattraper, je dirais, si on part des années 80, 40 ans de retard, en fait, dans ce domaine-là. D'ailleurs, il faut ajouter que Washington est parfaitement conscient de cet enjeu, et d'ailleurs, Joe Biden s'est rendu en Corée du Sud, dans ses discussions avec les Sud-Coréens, a bien entendu insisté sur le fait que les microprocesseurs de basse nanométrie ne devaient être vendus ni à la Chine, ni bien sûr à la Russie.
Dernière nouvelle économique qu'on a trouvée notamment sur Bloomberg, c'est que la Russie serait à quelques heures de faire défaut sur sa dette. Alors de quoi s'agit-il? On en a déjà parlé. Les Russes, depuis les sanctions qui ont été prises contre les avoirs russes, c'est-à-dire en fait la confiscation au moins temporaire des avoirs de la Russie dans les banques occidentales, a décidé de payer les intérêts de ces bons du Trésor en roubles. La première chose qui avait été proposée d'ailleurs, c'était de dire prenez vos roubles et allez vous payer sur l'argent qui est bloqué par vos gouvernements, puisque ce sont les fonds américains, les fonds de pension américains qui sont des grands consommateurs de bons du Trésor russe. Et même depuis, il y a eu un certain assouplissement, depuis que le rouble s'est considérablement, voire trop renforcé, ça j'insiste bien, hein, c'est un sujet d'inquiétude au Forum économique de Saint-Pétersbourg, un des rares, c'est que le rouble est trop fort. Et donc ce qui a été proposé, c'est que avec ces roubles, vous pouvez aller sur le marché d'échange et acheter du dollar. Le problème, c'est que ces fonds de pension, toutes ces sociétés, ont peur de faire ça et de tomber sous les sanctions. Alors en mars dernier, le gouvernement américain avait capitulé et avait dit qu'il était encore possible de faire des opérations avec l'argent qui avait été volé à la Russie dans ces banques. Mais aujourd'hui, visiblement, il y a une radicalisation à Washington et c'est plus possible. Donc ce à quoi on va assister peut-être lundi, ce ne sera pas en fait un défaut comme on a eu en Russie en 1998, pour ceux qui se souviennent, hein, le fameux jeudi noir, où la Russie a fait défaut sur sa dette parce que elle n'avait plus de quoi la payer, il n'y avait plus rien dans les caisses. Aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on appellera un défaut technique. En gros, la Russie émettra ou a émis un ordre de paiement, mais qui ne peut pas être opéré techniquement parce que l'argent est bloqué par les Occidentaux. Concrètement, vis-à-vis de la Russie, cette mesure n'aura pas d'impact puisque les agences de notation Fitch, Standard & Poor's et compagnie ne travaillent plus en Russie. Et de toute manière, aujourd'hui, la Russie se finance elle-même grâce aux revenus colossaux qu'elle génère en vendant son énergie, son engrais, son blé, etc., etc. Donc voilà, le titre peut paraître impressionnant. La Russie fait défaut sur sa dette, mais en fait, ça n'aura aucune conséquence. Revenons maintenant aux questions politico-stratégiques. J'avais plusieurs fois évoqué sur cette chaîne YouTube et également lors de mes interviews l'extrême responsabilité d'Emmanuel Macron dans le déclenchement de l'opération spéciale, c'est-à-dire, pour dire les choses telles qu'elles sont, dans le déclenchement de cette guerre. Et en fait, un témoignage qu'on vient d'avoir sur la télévision française l'a confirmé. Emmanuel Macron est directement responsable de la décision de Vladimir Poutine de reconnaître les républiques de Lugansk et de Donetsk et de lancer l'opération spéciale le 24 février. Pourquoi? Eh bien, écoutons ce que dit Emmanuel Macron à Vladimir Poutine. Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatistes et pas par les autorités démocratiquement élues. Il serait d'ailleurs intéressant de savoir d'où vient la fuite. Est-ce que c'est, une fois de plus, une fuite du Quai d'Orsay ou de l'administration d'Emmanuel Macron, ou est-ce que c'est Moscou qui veut démontrer aux Français que Macron est totalement incompétent? Parce que ce qu'il dit, en fait, prouve qu'il n'a pas lu les accords de Minsk. Puisqu'il dit, dans un premier temps, qu'il veut faire appliquer les accords de Minsk et qu'il cherche les moyens de le faire, et ensuite, il dit que les prétentions des républiques populaires de Donetsk et Lugansk ne l'intéressent pas. Or, rappelons-le pour la 150 millième fois, les signataires des accords de Minsk, c'est Kiev, Lugansk et Donetsk. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron explique qu'il veut faire appliquer les accords de Minsk, mais que 2 des 3 signataires ne l'intéressent pas. Donc ça, en fait, c'est la position du Quai d'Orsay, c'est les âneries que répétait Jean-Yves Le Drian depuis 8 ans. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas de la fourberie d'Emmanuel Macron, c'est juste de l'incompétence et de la légèreté. Il n'a tout simplement pas lu les quelques pages des accords de Minsk où tout ça est décrit extrêmement facilement. Vous trouvez l'original de l'accord signé sur la page Wikipédia des accords de Minsk 2. Donc voilà, donc c'est extrêmement grave. Comme d'habitude, la gauche, je vous renvoie à mon bouquin, mais la gauche française et la guerre, une fois de plus, la gauche française a du sang sur les mains. Elle est directement responsable du déclenchement d'une guerre qui a dû faire aujourd'hui plus de 100 000 morts. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Et Emmanuel Macron porte cette responsabilité devant l'histoire. Il faut bien s'en rendre compte. Et je dois dire que tous les grands candidats aux élections présidentielles français, dont aucun n'a osé attaquer Emmanuel Macron sur le fait qu'il était responsable de cette guerre, portent également, par leur lâcheté, une responsabilité dans ce qui s'est passé. Voilà donc responsabilité totale d'Emmanuel Macron dans cette crise. Une crise en succédant à une autre, l'OTAN est une nouvelle fois en train de vouloir générer une crise, et cette fois entre la Lituanie et la Russie. Pourquoi? Eh bien, depuis l'indépendance de la Lituanie
vis-à-vis de l'URSS, la Russie a conservé l'enclave de Kaliningrad, qui est peuplée par des Russes. Donc c'est une ancienne terre germanique que Staline a pris pour la donner à l'URSS parce qu'il estimait que le corridor de Danzig se trouvant à l'ouest de ce territoire, si jamais ce territoire restait germanique, eh bien, ce serait l'occasion de redéclencher une guerre 20 ans après, comme ça avait été le cas entre 1918 et 1939. Donc cette terre a été prise aux Allemands, elle a été dégermanisée et russifiée. Aujourd'hui, en fait, il n'y a que des Russes qui y habitent. C'est un endroit charmant, je vous le recommande pour les vacances, quand toute cette petite crise sera terminée. Et il y a 4 jours, les autorités lituaniennes ont déclaré qu'elles allaient interdire le transit des biens russes qui tombent sous les sanctions vers Kaliningrad. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils veulent empêcher la Russie d'envoyer ses propres produits sur son propre territoire. Donc évidemment, ça s'est très mal passé. La Russie a dit qu'elle allait prendre des mesures de rétorsion. Je crois que pour l'instant, ce que la Russie attend, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en sera exactement, parce que immédiatement après cette déclaration du régime lituanien, Borrell, le ministre des Affaires étrangères, a dit qu'il n'y avait aucune restriction sur les produits interdits par l'Union européenne. Donc visiblement une volonté de forcer la Lituanie à revenir en arrière. Mais depuis, le président lituanien a insisté en disant qu'il ne se soumettrait pas à la Russie, etc., etc. Donc visiblement, c'est une initiative qui ne vient pas de Bruxelles, mais de Washington, parce que les pays baltes ou la Pologne reçoivent leurs ordres directement de Washington. Et on va donc vers une crise plus large, qui a évolué en plus avec la rencontre entre Vladimir Poutine et le président biélorusse Loukachenko, où il est question désormais de déployer des missiles Iskander, qui peuvent être des missiles à tête nucléaire. Parce que, comme on le voit sur cette carte, la Lituanie ne jouxte pas le territoire russe. Donc si la Russie veut lancer une opération pour réouvrir le transit vers Kaliningrad, elle peut le faire soit à partir de l'exclave de Kaliningrad, soit à partir de la Biélorussie. Donc voilà, une montée en tension bien inutile, qui montre à mon avis surtout, dans la mesure où c'était clairement une initiative de Washington, l'impasse dans laquelle se trouvent les élites occidentales face à la victoire russe en Ukraine qui paraît désormais inéluctable. La Russie a également d'autres moyens de sanctionner la Lituanie, notamment sur ses approvisionnements en énergie électrique, mais pour l'instant, c'est pas très clair de ce que veut faire la Russie. Je pense que tout le monde attend de voir quelle sera la décision finale du régime lituanien. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui va se négocier entre l'Union européenne et Washington. Voilà. L'Union européenne essayant d'obtenir de Washington le retrait de cette sanction stupide. De toute manière, pour Kaliningrad, il y a d'autres moyens de s'approvisionner, notamment par la mer, et ça ne modifiera pas réellement les coûts. C'est aujourd'hui davantage une question de principe. Je viens de le dire, et on l'observe d'ailleurs dans tous les médias occidentaux, l'inquiétude grandit devant la défaite annoncée de l'armée kievienne à plus ou moins long terme, à court terme vraisemblablement dans le Donbass, et à moyen terme sur le reste du territoire. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'au début de l'automne qui arrive, le territoire ukrainien aura profondément changé et l'Ukraine risque probablement de perdre tout son accès à la mer ainsi que la ville de Kharkov. Enfin, nous verrons bien. En tout cas, c'est quelque chose qui est désormais pris en compte par les élites occidentales. CNN s'inquiète, toutes les chaînes de télé françaises s'inquiètent. Certains gamelins ont fait des virages à 180 degrés, le général trinquant ces derniers temps, et d'ailleurs, franchement, sur une bonne ligne, il s'est stratpolisé. J'ai découvert également un autre général, le général Jean-Claude Allard. Alors lui, c'est pas un gamelin, ce serait plutôt pour lui faire un petit compliment, puisque je me moque souvent des autres, plutôt un Clausewitz, qui a essayé d'expliquer de manière rationnelle la situation sur le terrain en Ukraine, sur LCI. Et cette approche rationnelle, qui est obligatoire aujourd'hui étant donné la situation sur le terrain, lui a été reprochée par une certaine Anastasia Kirilenko. Alors je ne sais pas si elle est ukrainienne ou russe, mais ce que j'ai remarqué d'ailleurs, c'est que sur toutes les chaînes d'information françaises, il y a systématiquement une ukrainienne ou une russe, alors soi-disant dissidente, qu'en fait, visiblement personne ne connaît ici, et qui est là pour servir, avec d'ailleurs beaucoup d'hystérie, de commissaire politique. Et en gros, on a vu cette Kirilenko reprocher au général d'être rationnel, c'est-à-dire d'avoir une approche rationnelle, dans la mesure où, en plus, rappelons-le, la France n'a aucun intérêt, ni en Ukraine, ni en mer Noire. En tout cas, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a des gamelins qui ont fait volte-face, comme le général Trinquant, et puis il y a des nouveaux visages qui apparaissent et qui ont l'air bien plus compétents que les généraux qu'on avait. Malgré tout, rassurez-vous, j'ai trouvé encore, cette fois 2 gamelins,
et des bons. Alors le premier, il est encore en active, il est venu avec son bel uniforme, c'est le général Michel Friedling, qui a expliqué une nouvelle fois que visiblement la Russie avait changé ses buts de guerre. Donc là, on en revient toujours à cette ancienne. Et à mon avis, ça va devenir le récit, le narratif, comme disent les anglo-saxons, qui va être imposé, qui va s'imposer pour essayer d'expliquer que la Russie a quand même perdu. C'est ce qu'utilisait d'ailleurs à une époque le général Trinquant. Donc ces gens-là prétendent connaître l'objectif initial de la Russie, donc qui n'est pas celui que la Russie a annoncé elle-même, puisqu'à l'origine c'était la Crimée et le Donbass, mais c'était de s'emparer de la totalité de l'Ukraine. Alors rappelons-le, si quelqu'un peut transmettre au général Friedling, la Russie ne veut pas s'emparer de l'ouest de l'Ukraine qui lui est hostile, dont une partie appartient à la Hongrie et à la Roumanie, qui sont légitimes pour vouloir les récupérer, et qui est pauvre. Voilà. La Russie va récupérer la partie russe. Alors pas de chance pour l'Union européenne, c'est que c'est la partie des ports et la partie industrielle, et la majeure partie des grands champs agricoles du Tchernosium. Voilà. Donc c'est la partie que la Russie va récupérer. La Russie n'a pas envie de s'emparer de l'Ukraine, elle a envie de la découper. Aujourd'hui, c'est clair. Donc il faut quand même que quelqu'un, à un moment ou à un autre, arrive à lui mettre ça dans le crâne. Voilà. Ça, c'est donc notre premier gamelin, général Friedling. Et le deuxième, il est bien connu de vous, c'est Pierre Servan, qui a fait une sortie incroyable en expliquant que dans la région qui est contrôlée par la Russie, donc dans le sud de l'Ukraine, ça correspond, les territoires que contrôle la Russie, c'est quand même à peu près le Benelux, du point de vue de la taille, donc c'est quand même pas rien, a expliqué que des mouvements de partisans étaient en train de se mettre en place et qu'il y aurait de la résistance, etc. etc. Non, non. Ça fait, en gros, toutes cette région-là sont déjà sous contrôle à la mi-mars, en fait, la plupart d'entre elles, et il n'y a eu aucune guerre de partisans. La population est ravie de l'arrivée des Russes. Il faut aussi ça qu'à un moment ou à un autre, les gens se mettent dans le crâne. Ce qui se passe, c'est les quelques groupuscules qui ont été laissés par les services secrets ukrainiens ont renoué avec la grande spécialité du bandérisme, qui n'est pas de faire la guerre comme des chevaliers, mais de faire du terrorisme. Le bandérisme est un terrorisme. Et donc, on a assisté à quelques attentats contre des responsables d'ailleurs politiques, qui ne sont même pas des responsables militaires. On est vraiment dans l'acte terroriste, on n'est pas dans la guerre de partisans. Il y a eu quelques blessés et un tué récemment, donc qui était l'équivalent du ministre de la Jeunesse et des Sports dans la région de Kherson. Voilà. Et il y a encore eu aujourd'hui également, je crois, un attentat, mais qui a échoué et qui n'a pas fait de victimes. Donc voilà, deux gamelins pour deux absurdités. La Russie n'a jamais voulu et ne veut pas s'emparer de l'Ukraine. Et à Kherson, à Kharkov, à Odessa et dans le Donbass, elle est chez elle. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et que très rapidement, les choses rentreront dans l'ordre et qu'il n'y aura pas d'occupation militaire. Il y aura des autorités locales favorables aux Russes qui y feront régner l'ordre. Voilà pour nos gamelins de la semaine. Avant de passer à la carte militaire, quelques considérations générales. Comme vous allez le voir, le front a considérablement bougé depuis la semaine dernière. Pourquoi ? Il s'est passé quelque chose que j'avais décrit, que j'avais annoncé, c'est-à-dire que une fois que l'armée russe ou les armées populaires de Lugansk ou de Donetsk passent le réseau de fortification, cette espèce de ligne Maginot qui a été bétonnée, construite, installée pendant 8 ans, après, elle arrive en gros en terrain libre. Et donc l'accélération est énorme. Et là, on va le voir, il y a une multiplication de chaudrons parce que tout d'un coup, on a eu un écroulement partiel de l'armée ukrainienne. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est jusqu'où va se prolonger cet écroulement ? Est-ce que l'armée ukrainienne va être capable de se remettre en ligne défensive autour de Bakhmout-Seversk ou finir par se regrouper à l'intérieur de Slaviansk et de Kramatorsk, mais là où en fait elle va subir le même sort, c'est-à-dire de se faire encercler. Et là, évidemment, ce qu'on a observé, c'est ce que nous on a annoncé depuis le début, c'est-à-dire que le Festung Befehl, le fait de faire de toutes ces villes des forteresses, est une véritable ânerie, une véritable catastrophe qui permet de gagner la guerre de communication, mais absolument pas la guerre sur le terrain. Et cette décision a été prise sans doute par Zelensky et par ses sponsors occidentaux, avec l'espoir que grâce aux sanctions, l'économie russe s'écroulerait, que le rouble s'écroulerait, etc., etc. Et donc aujourd'hui, cet ordre de se faire tuer sur place n'a absolument aucun sens et a coûté très cher à Mariupol. Là, est en train de coûter très cher non seulement à Severodonetsk, mais vous allez voir dans les autres chaudrons qui sont déjà tombés ou qui vont tomber. Donc tout ça, c'est la faillite complète de la guerre côté ukrainien, guerre qui est menée à la fois par le régime ukrainien, mais également par les Occidentaux, qui n'ont absolument pas appris pendant 8 ans à manœuvrer à l'armée ukrainienne. Je pense j'ai déjà dit que cette guerre innovait dans des
tas de choses. Mais je crois que c'est la première fois où on voit une armée qui est incapable de faire une contre-offensive un peu organisée, un peu ordonnée, et bien avec un peu de réussite. Donc là, c'est vraiment, on touche quelque chose d'unique, et ce qui rend d'ailleurs la continuation de cette guerre par Kiev totalement absurde. Si la guerre s'était arrêtée, comme le souhaitait Zelensky initialement, le 26 février 2022, eh bien, l'Ukraine aurait perdu le Donbass et la Crimée, mais contrôlerait encore le port d'Odessa, le port de Berdiansk, la région de Kharkov, etc., etc. Tout ça, aujourd'hui, c'est terminé. À cause de l'entêtement des Occidentaux, à cause, encore une fois, d'une mauvaise analyse de la puissance de l'économie russe et de l'armée russe. Mais voilà, nous allons maintenant aller voir ça dans le détail, direction la carte militaire. De retour avec notre carte militaire. Donc on va commencer par le sud. On avait parlé la semaine dernière de tentative d'assaut, nouvelle fois, sur l'île du Serpent. Eh bien, cela a recommencé il y a 2 jours. Et le résultat était le même, c'est-à-dire que ça a échoué. Et ce qui fait que pour se venger, eh bien, les Ukrainiens ont bombardé une plateforme d'extraction de pétrole et de gaz, au risque de provoquer d'ailleurs un incident écologique au large des côtes ukrainiennes et roumaines. Le fonctionnement de l'armée ukrainienne est un peu toujours le même. L'échec militaire est compensé par des tirs sur des objectifs civils. Du côté d'Odessa, sinon les choses sont calmes. Il y a des tirs de missiles à haute précision, alors à peu près sur l'ensemble du territoire ukrainien, et notamment il y en a eu sur Kiev il y a 2 jours, donc c'était sur des objectifs militaires, mais la DCA ukrainienne a réussi à abattre un missile et qui est tombé dans le centre de Kiev, et c'est pour ça qu'on a vu ces images qui ont été reprises en boucle, et puisqu'il y a eu des victimes civiles. Voilà. Mais encore une fois, la Russie se comporte extrêmement bien dans ses bombardements, y compris sur cette zone ouest qui est le cœur de l'ukronazisme. Quand on se souvient ce que l'OTAN a fait sur la Serbie en bombardant délibérément des zones civiles, parce que l'OTAN n'osait pas aller attaquer les Serbes sur le terrain, et ça a duré pendant 78 jours. La Russie ne fait pas ça, elle tire sur des objectifs militaires, mais bien évidemment, de temps en temps, ça tombe sur des civils, c'est inévitable, d'autant plus que, en ce qui concerne le front, l'armée ukrainienne, on l'a déjà expliqué, et c'est maintenant reconnu par une partie des médias occidentaux, l'armée ukrainienne se cache derrière les civils. Mais revenons sur le front, toujours en remontant donc vers le nord, sur la direction de Nikolaïev. En fait, il ne se passe pas grand-chose. Toutes les annonces d'offensives ukrainiennes, en fait, ce sont des offensives BFM TV pour essayer de faire croire qu'ils font quelque chose. Et Kiev est plutôt en train d'anticiper une possible offensive de la Russie dans cette région, et notamment vers Kryvyi Rog. Je l'avais déjà dit, Kryvyi Rog, c'est 50 km. Et ce serait une excellente opération pour la Russie, puisque c'est là que se trouvent notamment les derniers actifs de l'oligarque Akhmetov, qui a financé le régiment Azov à Mariupol. Donc rien de particulier ici, c'est essentiellement des duels d'artillerie. On continue sur le front de Zaporozhye et au sud de Donetsk. Et là, il y a quelque chose à signaler, c'est que en fait, Kiev a réussi à s'emparer d'une localité qui s'appelle Pavlovka, qu'on voit ici. Donc là aussi, c'est une offensive BFM TV, parce qu'en fait, Kiev a décidé de donner un assaut ici, puisque partout ailleurs, ça a échoué, et donc il fallait essayer de faire quelque chose. Mais cet assaut ne peut amener nulle part. Mariupol est à 70 km et Kiev n'a pas la possibilité de lancer des colonnes pour avancer dans la direction du sud. Donc voilà, la ligne de front a légèrement bougé vers le sud en faveur de Kiev. Autour de Avdiivka, de New York et de Pesky, rien de nouveau, à part bien sûr la multiplication des bombardements contre les zones civiles, les bombardements de représailles à Donetsk et à Gorlovka. On remonte toujours vers le nord, et là, il se passe quelque chose d'intéressant autour de Svetlodorsk. Ici, c'est que, en fait, on assiste à la mise en place d'un petit chaudron. Une partie des forces ukrainiennes, après avoir abandonné la ville de Svetlodorsk, s'est regroupée à cet endroit-là, notamment dans la centrale thermique qu'on voit ici, et en fait est en train de se faire encercler, puisque d'après ce qu'on a vu, les Russes ont pris la localité de Kodema, ce qui fait qu'en fait là on va avoir un chaudron, et déjà on peut dire que même s'il y a encore un moyen d'évacuer, ça ne peut être que des hommes à pied. Donc ça va être une nouvelle fois une perte de matériel pour l'armée ukrainienne. L'enjeu dans cette région, en fait, c'est le déploiement de l'offensive de l'armée russe pour isoler Bakhmout, ou Artemievsk, comme vous voulez, par le sud. Donc c'est ce qui est en train de se passer. On continue toujours vers le nord, et c'est là où on a eu la progression la plus spectaculaire dont j'ai parlé au début de cette vidéo, c'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, le front s'est écroulé, en fait. Ça, c'était ce qu'on avait, la ligne 1, je vous rappelle, la ligne jaune, c'est le front d'il y a une semaine. Donc là, c'est ce qu'on avait la semaine dernière.
Et on voit la progression magistrale qui a été faite par l'armée russe et qui fait que désormais Lysychansk, du point de vue opératif, est encerclé. Alors certains d'entre vous m'ont demandé ce que je voulais dire par encerclement opératif. Si vous voulez, là par exemple, quand ce chaudron-là est encerclé, c'est physiquement, puisqu'il n'y a plus aucun moyen de sortir, ni à pied, ni en véhicule. Et opératif, c'est-à-dire que les routes qui permettraient de quitter Lysychansk sont sous le feu de l'armée russe. Donc en gros, vous ne pouvez plus ni approvisionner Lysychansk, ni évacuer avec des véhicules ou alors en risquant d'énormes pertes. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit ici. Mais revenons à ce chaudron. Donc d'ailleurs là, le chaudron, je l'élimine puisqu'il n'existe plus, il a été liquidé. On ne sait pas encore trop combien d'Ukrainiens ont réussi à s'échapper. S'échapper à pied, encore une fois, j'avais comparé ça à la fuite de l'armée allemande en février 1944 du chaudron de Korzoun-Tcherkassy. Bon, en gros, il s'est passé la même chose. Il s'est passé également la même chose à Severodonetsk. Donc Severodonetsk, là aussi, c'est réglé. La ville est prise. Et donc voilà la nouvelle ligne de front. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il est vraisemblable que les Ukrainiens n'arrivent pas à rétablir une ligne de front autour de Lysychansk, parce que la ville, je viens de le dire, est encerclée du point de vue opératif. Donc on va assister à une nouvelle catastrophe. Voilà, le but des Russes là, c'est de fermer complètement la ville de Lysychansk et ça devrait arriver, je pense, dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Eh bien, normalement, il y a deux possibilités pour Kiev. Soit essayer de se rétablir sur la ligne Bakhmout-Seversk, donc c'est cette ligne qui est là, mais ça va être assez compliqué parce qu'en plus, là, c'est une armée qui est en retraite, qui évacue à pied, par tous les moyens possibles. Donc ça ressemble plus à une débâcle qu'à une retraite bien organisée. Donc on va voir un peu ce que va faire Kiev. Si Kiev réussit à reconstruire une ligne de défense dans cet axe-là, ça va prendre plus de temps pour les Russes parce que, eh bien, comme on le voit, il y a pas mal de centres de localité, de centres urbains, et c'est ce que les Kieviens aiment bien pour pouvoir profiter des zones urbaines et se cacher derrière les civils. Donc là, effectivement, ce sera plus compliqué. En revanche, si jamais les Kieviens n'arrivent pas à rétablir cette ligne de défense et que les Russes réussissent à progresser vers le sud, vers Konstantinovka, là, ça va être un gros problème pour Kiev. C'est-à-dire que toutes ces zones fortifiées qui posent un gros problème aux armées russes et celles des républiques, eh bien, peut être contournées, encerclées. Et là, ça va être encore un nouveau chaudron. Donc voilà, en fait, la question qui se pose aujourd'hui, c'est jusqu'à quel point est-ce que l'armée ukrainienne est touchée ? Est-ce qu'elle est capable de se rétablir pour gagner encore un peu de temps dans l'espoir d'armes magiques ? Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra voir cette semaine. Du côté du front au nord de Slaviansk, les choses ont un peu aussi avancé, puisque finalement les Russes se sont emparés par rapport à la semaine dernière de Sidorovo et donc continuent à mettre en place leur base d'assaut pour prendre d'assaut Slaviansk. Donc voilà, petite progression par rapport à la semaine dernière. On continue. Je refais un petit zoom arrière pour que vous voyez à peu près où on est. Voilà. Donc là, on est sur le front d'Izium. Alors là, on a eu aussi quelque chose d'intéressant, c'est que toutes les offensives tentées par Kiev pour essayer de briser la ligne d'approvisionnement par Izium ont échoué, ça je l'avais dit, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis la semaine dernière, il n'y a rien eu de significatif. En revanche, les Russes ont réussi à traverser le Donetsk et de s'emparer de Nortzovka, ici, et de progresser vers Tchepel. C'est-à-dire que non seulement les Ukrainiens n'ont pas pu traverser, mais maintenant c'est les Russes qui sont à l'initiative. Et cette direction est importante parce que, rappelez-vous, je l'avais souligné, à cet endroit-là se trouve 45% de la production de gaz ukrainien. Donc visiblement aussi, ça permettrait à la Russie d'avoir des têtes de pont pour l'offensive suivante qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourrait concerner Kharkov. Au nord de Kharkov, là aussi, la Russie a repris complètement l'initiative sur cette zone. Les combats continuent vers Stary-Saltov et également vers Pitomnik à cet endroit-là. Donc en fait, la Russie a repris tout le terrain qui avait été, entre guillemets, reconquis par les Kieviens au mois de mai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Russes les ont laissés approcher pour pouvoir les détruire avec l'artillerie. Et ça a coûté en pertes humaines et en pertes techniques énormément à l'Ukraine. Et notamment l'unité de représailles Kraken, sur lequel repose la défense de Kharkov, puisque c'est eux en fait qui menacent les populations civiles, qui sont des espèces de commissaires politiques, a subi des pertes très importantes. Donc en fait, comme on peut le voir, sur l'ensemble du front, l'Ukraine a totalement perdu l'initiative sur les zones où elle aurait pu faire quelque chose d'utile. C'est-à-dire traverser ici le Donetsk pour neutraliser les lignes d'approvisionnement de l'armée russe, ou dans la région de Kherson pour forcer l'armée russe à envoyer des renforts. Et bien cela, il n'y est même pas arrivé, et c'est pour ça que finalement elle s'est rabattue sur cet endroit du front qui ne représente aucun intérêt. Je ne serais pas étonné que dans une semaine, la carte ait bougé dans l'autre sens. Donc je vais effacer la ligne de front de la semaine dernière, et voilà où on en est. Donc pour l'instant, la situation pour l'armée ukrainienne
dans le Donbass est tout simplement catastrophique. La question maintenant, c'est à quelle vitesse la Russie va pouvoir avancer. Encore une fois, le Donbass, c'est quand même un terrain particulier, il y a des terris, il y a une densité de localités qui permettent à l'armée ukrainienne de se barricader derrière les civils. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de la clore, je voudrais terminer sur une petite considération que je me suis faite suite donc à la décision de la Cour suprême américaine au sujet de l'avortement. Aujourd'hui, même en prenant les chiffres les plus élevés des pertes russes et des pertes ukrainiennes, c'est toujours moins que les 220 000 enfants avortés en France par an. Voilà, je laisse ça à votre méditation et je vous dis à la semaine prochaine.